Nous sommes toujours en live donc, du colloque NPA Le Figaro. Quelle publicité demain? Voilà ce qui va animer cette table ronde aujourd'hui. Je suis avec Nicolas Mignot, Country Manager France Benelux Moyen-Orient de Sticky Ads. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et à vos côtés Jean-Luc Chétrid, donc vous êtes président de Cara, mais également président de l'UDECAM. Merci d'être avec nous et bonjour. Merci de m'inviter, bonjour. À mes côtés Xavier Campo, donc, qui a déjà animé plusieurs tables rondes ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant chez NPA Conseil. Quelle publicité demain? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Première question. Le monde de la publicité se dessine de plus en plus, il est de plus en plus complexe, on a du mal à identifier les différents acteurs sur la chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous vous situez du coup dans ce monde de la publicité? Je ne sais pas si vous voulez commencer, mais les agences médias, elles ont un rôle très simple, c'est d'opérer au service de leurs annonceurs, qui sont leurs clients exclusifs, leur campagne de communication. Et donc de travailler avec l'ensemble des prestataires qui aujourd'hui peuvent fournir des opportunités pour les marques de parler avec leur public. Voilà. Donc notre rôle est assez simple dans cette chaîne. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'acteurs, mais je ne pense pas qu'il faille... souvent quand on dit ça, on pense que ça veut dire que c'est opaque, trop complexe, etc. Je ne crois pas du tout. Je crois simplement que plus il y a de data, plus il y a de capacité à envoyer un message presque individuel à chacune des personnes qu'on va cibler, et bien plus forcément il y a d'acteurs pour le permettre. Alors on va justement parler de la publicité ciblée, mais tout d'abord donc Sticky Ads, où est-ce que vous vous situez donc sur cette chaîne? Alors, je rebondis sur ce que disait Jean-Luc. Tout simplement, les marques ont besoin d'exister et d'être présentes auprès de leur public, donc d'utiliser des médias, des diffuseurs. Nous, on est au service des diffuseurs, vidéo en l'occurrence. Sticky Ads et Freewheel, qui nous a racheté il y a peu de temps, c'est un ensemble de technologies qui permettent d'adresser tous les business models que les diffuseurs ont auprès de leurs annonceurs, des agences pour lesquelles elles travaillent. Donc on leur permet de gérer toute la vidéo, que ce soit en vente directe ou en programmatique, avec un ensemble de technologies. Pour faire simple, on a un ad serveur et un SSP. Il y a tout petit peu de jargon, mais... un petit peu de jargon technique. Et c'est ça la tendance aujourd'hui, c'est une publicité de plus en plus ciblée, la publicité qui va le correspondre le mieux à chaque auditeur ou à chaque internaute? Alors c'est une des tendances. Je crois qu'il faut quand même essayer de redonner un tout petit peu plus de perspective à tout ça, parce que la publicité ciblée, c'est un des éléments de la transformation. Maintenant, la publicité, elle est aussi plus interactive qu'elle n'a été par le passé, c'est-à-dire qu'on a une capacité à agir. Éventuellement, la publicité, elle est devenue shoppable, hein, c'est-à-dire qu'on peut acheter. Donc le moment de l'engagement publicitaire et le moment de la transformation se rapprochent. La publicité, elle est de plus en plus sociale, donc il faut aussi regarder ce développement des réseaux sociaux, mais des réseaux sociaux d'un point de vue aussi publicitaire, c'est-à-dire que le message était top-down, il est beaucoup plus un message maintenant qu'on partage. Voilà, il y a un certain nombre de transformations, c'est assez incroyable de voir en effet entre la publicité des années 60 et celle d'aujourd'hui, et celle des années qui arrivent, une profonde transformation de l'ensemble de l'écosystème. Et justement, on parlait de publicité sociale. Est-ce que la publicité n'a pas de plus en plus de concurrents, et je pense notamment aux influenceurs et aux leaders d'opinion? Est-ce que finalement, il n'y a pas un danger de voir soit les gens, soit la recommandation sociale prendre le pas sur la pub, finalement, sur la pub classique, ou alors de voir ces leaders d'opinion prendre le pas sur la pub? Bon, écoutez, moi je ne crois pas que ça soit une concurrence. Pourquoi ce n'est pas une concurrence? C'est que finalement, le message publicitaire exprimé par un influenceur, c'est un message publicitaire aussi. Il prend une nouvelle forme qui, là où on était dans le format classique du 30 secondes, eh bien, on va faire appel à un influenceur, un YouTuber, et il va prendre cette marque, il va prendre la marque, le message, et il va le transformer d'une manière créative qui va être beaucoup plus adaptée aux canaux de distribution et de diffusion dans lesquels il s'exprime. Donc la publicité, c'était 30 secondes. Sur YouTube, ça peut être 1 minute 30. Ça peut être diffusé par la marque directement ou par quelqu'un d'autre, voire même, et c'est encore mieux, quand c'est un internaute lui-même qui décide de vous pousser cette publicité parce que il pense qu'elle est pertinente pour vous. C'est vrai sur YouTube, c'est vrai sur Facebook, c'est vrai sur beaucoup de plateformes qui le permettent. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence, mais plus différents moyens, finalement, de parler au public.
Je pense que c'est une vraie complémentarité. En fait, l'idée, c'est qu'on a connu le média de masse avec des très gros diffuseurs, et puis d'un côté, et puis des très grands annonceurs, et finalement une forme de tension sur le média qui s'est créée. Aujourd'hui, quand vous regardez en vidéo en particulier, on recherche principalement des programmes intéressants, le plus long possible, engageants. Et ça crée une forme de rareté. La deuxième rareté, c'est que côté annonceur, on s'attend à des performances précises. Donc on ajoute beaucoup de tension sur ce modèle. Aujourd'hui, quand vous faites appel à un influenceur, c'est une autre idée d'adresser la publicité, on réfléchit à une expérience utilisateur, on réfléchit à la façon dont l'audience interagit avec le format. Et nous, c'est quelque chose qu'on développe énormément parce qu'aujourd'hui, on se dit il faut résoudre une équation qui comprend des objectifs d'éditeurs, de médias, des objectifs annonceurs et une expérience utilisateur. Et ce point-là, c'est ce qu'on a le plus négligé. Donc aujourd'hui, on développe, à travers la technologie ou à travers des nouveaux formats, des moyens d'améliorer ce point et finalement d'étendre à plus de points de diffusion les messages des marques. Et justement, en parlant de points de diffusion, est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi vers l'omnicanalité? Quand est-ce qu'on va avoir des pubs qui vont pas éviter des doubles expositions parce qu'on est bombardé de pubs à l'extérieur, sur le digital, à la télé? Quand est-ce qu'on va arriver un jour, est-ce que c'est un vœu, d'arriver à quelque chose de vraiment coordonné ou pas? Vous avez tout à fait raison. Il y a une augmentation du nombre de contacts entre les gens et les marques. Dans une journée, 43 contacts publicitaires, 350 messages publicitaires. Ça fait beaucoup. Et donc, émerger est déjà une première question. Et ensuite, avoir cette capacité à caper éventuellement le nombre de contacts en est une autre. Le programmatique, d'une certaine façon, va le permettre, puisque là où je peux évidemment difficilement caper si j'envoie de manière exclusive en silo les messages. Si j'ai des plateformes qui peuvent les diffuser, on comprend assez naturellement que c'est beaucoup plus simple de pouvoir compter le nombre de messages auxquels je suis confronté. Donc les plateformes, le programmatique est une des solutions pour ce capping. On le fait d'ailleurs, si je prends l'exemple de Dentsu Aegis, on vient de le faire avec une offre qu'on appelle Upfront sur la catch-up. Parce que la catch-up, on pouvait se retrouver en pré-roll à voir 15 fois la même publicité. C'est pas forcément très pertinent. 4 fois peut-être suffisant sur certains messages publicitaires. D'où le fait d'acheter la catch-up en plateforme et de pouvoir ensuite caper les contacts. Et donc, ce qui nécessite forcément de connaître de plus en plus en fait, l'utilisateur final ou la personne à qui on va adresser la publicité pour éviter qu'il ait 2 fois cette même publicité. Alors, c'est un point de passage obligé. Il faut connaître l'utilisateur, il faut l'avoir identifié au moins une fois et savoir ne pas lui adresser tout le temps les mêmes messages. Ça, c'est une chose. Ce qu'il faut, c'est surtout rapprocher les technologies. Donc, aujourd'hui, Sticky a été racheté par Freewheel, il y a quelques mois déjà. Et le but numéro 1 de cette opération, c'est ça. C'est de mieux adresser les publicités en vidéo sur tous les canaux, toutes les devices qui sont digitales. Et effectivement, c'est un vrai problème. On travaille dessus quotidiennement pour résoudre ce problème. On veut arriver à un résultat où une chaîne va diffuser correctement l'ensemble de ses publicités dans pardon encore une fois pour le jargon, dans un pod, autrement dit dans un écran, c'est le nom classique qu'on donne en télé, l'adresser correctement, pousser correctement, ne pas mettre un Pepsi et un Coca ensemble, etc. etc. Ça, c'est vraiment la raison numéro 1 de notre rapprochement et faire mieux les choses. Le programmatique le permet à condition de pouvoir parler correctement avec l'ad-serveur du diffuseur de la chaîne de télévision. Et ça, c'est particulièrement ce qu'on traite aujourd'hui avec nos clients. C'est sur une plateforme comme Sticky Ads, c'est combien de critères que vous gérez au maximum, que vous avez été amené à gérer en termes de data qui arrivent? Combien de critères différents? C'est plusieurs terras qui s'écrivent tous les jours, toutes les heures. C'est des milliards de requêtes qui arrivent tous les jours sur la plateforme. C'est juste gigantesque. Mais tout n'est pas géré par nous. Nous, on fournit un logiciel SaaS qui permet aux broadcasters, aux telcos,
d'adresser eux-mêmes leurs besoins en termes de publicité, leurs canaux de vente. Donc on ne peut pas tout mettre ensemble. Ce sont des espaces réservés, privés, qui permettent à chacun d'adresser une stratégie commerciale. Voilà. Mais potentiellement, en data, il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on connecte les data management platforms de nos clients, donc leurs espaces de qualification sont connectés à la plateforme pour pouvoir vendre correctement une femme, un homme. Et il faut aller encore plus loin, parce que on en parlait en aparté, on n'est pas juste sur des critères sociodémos pour que la publicité fonctionne correctement. Il faut aller au-delà de ça et trouver encore d'autres moyens de toujours améliorer l'expérience utilisateur. Et du coup, on joue sur combien de critères? Enfin, un annonceur joue sur combien de critères au maximum ou en moyenne? Après, bon, l'âge, le sexe, la CSP, il va aller fouiller plus loin. C'est quoi, 5, je vais 6, faire une 10 réponse critères très pour générique. cibler, quoi. Une campagne, on peut la gérer sur une cinquantaine de critères. C'est gigantesque. On part de la géographie pour descendre vers potentiellement des points de data qui sont complètement sur mesure. Si je veux trouver des gens qui, dans telle région, ont un chien rouge, là, n'importe quel critère, c'est faisable. C'est faisable. Du moment que la data va permettre de diffuser, on peut le faire. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'estimer le taux de transformation d'une publicité ciblée sur quelqu'un qui va la recevoir, justement ? Bon, alors il y a deux choses à bien considérer. Il y a le retour sur investissement immédiat et il y a le retour sur investissement à plus long terme. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la publicité, ça n'a pas qu'un effet immédiat. Ce n'est pas parce que je vois un message publicitaire tout de suite que j'ai une envie immédiate d'acheter une bouteille de champagne. Voilà. Donc, la mesure immédiate, c'est souvent le cas pour des business qui sont très héroïstes ou qui sont en transformation immédiate. Bon. Donc on peut, et on a des modèles d'analyse, de contribution qui sont de plus en plus fins et qui permettent de voir un effet immédiat. Est-ce qu'on peut juste donner un exemple de business héroïste, par exemple une vente le voyage, par exemple. Une vente de chaussures ou autre, les jeux en ligne, voilà, le e-commerce. Il y a des métiers sur lesquels on peut assez rapidement voir l'effet sur la transformation. Maintenant, quand je parle de produits de grande consommation, n'allez pas immédiatement, même si ça commence à arriver, je disais la publicité devient shoppable, c'est-à-dire qu'il y a des startups, des gens comme Swaven par exemple, qui créent des filtres qui permettent sur une vidéo diffusée sur une marque de grande consommation de permettre de trouver où le produit est disponible pour éventuellement l'acheter. Donc il y a évidemment un élément de transformation, mais l'effet majeur reste encore celui de la présence à l'esprit, de la préférence de marque, qui va générer l'achat. Et ça se mesure sur des modèles qu'on appelle, un peu de jargon aussi, des modèles économétriques, qui vont permettre de manière statistiquement fiable de mesurer quel est l'effet de chacun des points de contact sur la transformation. On est plus dans des modèles complexes. Les modèles plus simples, avec effet immédiat sur vente, ils existent, mais il faut juste bien avoir conscience que le travail publicitaire, parce qu'on est là pour parler de la publicité de demain, reste encore un travail de préférence de marque, de construction de l'image de marque, avant d'être un travail immédiat de transformation et d'achat. Et alors justement sur la publicité de demain, donc on a eu, on a évoqué plusieurs termes de jargon technique ou technologique. C'est vrai que sur Internet, en fait, le métier de la publicité s'est transformé. Il y a des nouvelles techniques qui sont apparues, des nouvelles façons de faire. Est-ce qu'on va voir demain ces techniques de l'Internet revenir dans la réalité, si je puis le dire ainsi, mais revenir sur la télévision traditionnelle ou revenir sur l'affichage traditionnel ? Moi, je crois que c'est déjà le cas. D'abord, n'oublions pas que la télévision est numérique. Donc, elle était, et j'entendais tout à l'heure Fabienne Dulac expliquer que 45% des foyers français la consomment sur une box. Donc, évidemment, il y a une capacité déjà à pouvoir cibler mieux les publics. Il y a des solutions, d'ailleurs, Orange a lancé une initiative pour faire de la géolocalisation avec TF1. Il y a des technologies d'ad shifting qui permettent d'envoyer un message différent en fonction de qui est derrière l'écran. Il y a des gens comme aux États-Unis, ça s'appelle Grace Note, qui le font aussi. Je veux dire, il y a déjà pas mal d'initiatives. Alors, c'est émergent. 95% encore de la publicité en télévision est vendue de manière traditionnelle. Une partie du développement va dépendre aussi du régulateur qui est un peu frileux sur ces sujets et qui a tendance un peu à bloquer
la capacité à faire de la publicité programmatique en télévision, ce qui est forcément possible, la technologie le permet. Et en affichage, on pourrait en reparler, le nombre d'écrans digitaux, de grands écrans d'ailleurs, dans les réseaux est en train de progresser très fort. Et là aussi, on peut avoir tout à fait des solutions actionnables. On ne fera pas de l'achat en temps réel, mais on sera très proche en tout cas des solutions qu'on utilise en numérique. On étudie des solutions de quasi-réel, parce que il y a un très gros problème, en tout cas dans notre métier à nous, la vidéo, c'est que ce sont des créas qui sont plutôt lourdes, techniquement parlant, en termes de poids. Ce sont parfois des créas haute définition. Donc nous, en programmatique, en ad serving également, on adresse de l'IPTV, donc la télévision sur box. On a réfléchi à des projets d'affichage extérieur également. Il y a toujours des petites contraintes créatives qui sont là, et puis des contraintes de bande passante. Donc notre but, c'est de les franchir, d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez quotidiennement de l'achat et de la vente programmatique sur IPTV, quotidiennement, sur quasiment toutes les chaînes. On adresse tout ça, c'est en train d'arriver. Les écrans sont multiples. Ça fait partie de l'expérience qu'on doit améliorer ensemble. On doit travailler sur l'utilisateur, sur ses écrans, sur ces différents moments de la vie, de la journée, qui permettent de mieux adresser les messages publicitaires. Une dernière question qui élargit un petit peu le débat. De plus en plus d'acteurs dans la publicité parlent d'un flou qui existerait de plus en plus entre marques et médias, et des marques qui créeraient de plus en plus de contenu pour leurs utilisateurs ou pour leurs auditeurs, si je peux m'exprimer ainsi, pour les engager. Est-ce qu'on parle de publicité dans ces cas-là, ou est-ce qu'on parle de communication, ou est-ce qu'on parle d'une nouvelle chose, de quelque chose d'hybride qui existe ? Bon, alors c'est toujours ces termes de brand content, par exemple, qui étaient là, créés aux États-Unis. D'ailleurs, moi j'ai travaillé pendant de nombreuses années chez Procter. Procter a été un de ceux, on n'invente rien, on ne fait que réinventer dans ce métier. Les soap-opéras, la création de contenu autour des programmes, le CRM, qui déjà était une forme de création de contenu pour des publics, pour ces publics. Tout ça existait déjà, ça se développe forcément puisque, comme on l'évoquait, le nombre de circuits et de moyens de toucher les publics a augmenté, et donc il faut créer des contenus qui soient adaptés à ces marques. Maintenant, il me semble que ceux qui ont le meilleur savoir-faire pour créer des contenus restent encore les médias. Donc les marques, elles ont encore tout intérêt à s'associer à des grandes marques médias, et quand les marques médias et les grandes marques s'associent, heureusement pour les marques médias, et finalement heureusement pour les marques, parce que j'ai des clients qui me le disent, heureusement qu'il y a des grandes marques médias très fortes pour que mes marques puissent grandir, puissent se développer, puissent être connues. On oublie parfois que les grandes marques, les marques de Kellogg's et d'autres grands groupes, se sont créées parce qu'il y avait des médias de masse. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Elles peuvent créer du contenu, mais elles ne remplacent pas les médias de masse. Merci beaucoup Jean-Luc Chétrit et Nicolas Mignot. Merci beaucoup Xavier également. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, et restez en direct avec nous puisque la journée n'est pas encore finie.